Nez qui coule, yeux qui piquent, peau qui gratte, vous êtes peut-être allergique comme de plus en plus de Français. Pourquoi cette évolution exponentielle? C'est la question que nous poserons à notre invité, un allergologue. Bienvenue dans L'air de rien. Bonjour Alix. Bonjour Catherine. Vous allez nous parler d'un concept qui vient de Russie? De Russie, oui. Importé d'un pays du Nord, qui s'appelle un anti-café. Très bien. Bon, on verra de quoi oui, il s'agit. Je vous expliquerai ça un peu mieux. Qui pour l'instant est un sujet plutôt parisien, est venu de Russie oui. et installé à Paris, peut-être un jour en Vendée. Yves, bonjour. Bonjour. On terminera l'émission avec votre chronique. Oui, consacrée au Made in Japan. On ira du côté du Japon. La mode, pourquoi le Japon est à la mode? C'est ce que vous direz, vous l'illustrerez. Bonjour, docteur Bouchereau. Bonjour Catherine. Donc, je vais dire qu'une seule fois votre nom, parce que vous êtes docteur, vous êtes allergologue, et l'ordre des médecins exige... Il faut respecter la déontologie, et je la respecte. Donc vous êtes allergologue, pas très loin de La Roche-sur-Yon, dans les Pays de la Loire. Alors, on vous a invité aujourd'hui, parce qu'on rentre dans une période où les allergies sont particulièrement présentes à cause du pollen dans l'air, vous allez nous expliquer, mais c'est aussi parce qu'il y a de plus en plus de cas d'allergie. Oui, tout à fait. Avant de répondre à cette question sur l'augmentation de fréquence des allergies que nous constatons effectivement, je vais rappeler un petit peu les définitions nécessaires à la compréhension. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une allergie? Oui, on déjà, parle beaucoup d'allergie, c'est rentré dans le terme, dans le langage courant. On peut être allergique à l'école ou allergique à autre chose, à certaines personnes, etc. Vous savez que c'est quelque chose un mot qui est un peu galvaudé. Bon, l'allergie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un dysfonctionnement, c'est du système immunitaire. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le système immunitaire? C'est un petit peu compliqué tout ça. Eh bien, le système immunitaire, c'est l'armée intérieure, c'est la gendarmerie, c'est la police qui défend notre organisme. Il est indispensable, il est indissociable de la vie. Le plus petit, le plus élémentaire être vivant a une forme de système immunitaire. Vie égale immunité, c'est indispensable. L'allergie, c'est le corps qui se défend? C'est le corps qui se défend mal, oui, tout à fait. Donc, en gros, il y a deux types d'allergies. On va rester très simple, évidemment, et un petit peu caricatural, mais je pense que tout le monde comprendra. Il y a les allergies qui ont un délai court entre le moment où on est exposé à l'allergène et le moment où on développe donc les symptômes. Ce qu'on appelle les allergies de type immédiate. Donc, le rhume des foins, par exemple, ou l'allergie aux acariens, les allergies. Oui, on réagit dans les minutes ou bien à la limite, dernière limite, quelques heures après. Ça arrive aussi. Donc, ça fait appel à des anticorps un peu spéciaux qu'on appelle les IgE. Les allergiques le connaissent bien parce qu'ils sont de ça, on demande ça effectivement en biologie. Ça, c'est le premier cas. Et il y a un autre type d'allergie. Et il y a un autre type d'allergie. Ce sont les allergies. Alors, le premier type d'allergie, je rajoute, ces allergies-là se développent vis-à-vis d'éléments de notre environnement qui sont totalement naturels. Ah, d'accord. Donc une allergie au latex, par exemple, ou à le une latex, matière... c'est naturel, Ah oui, puisque c'est le latex de l'EVA, c'est la sève de l'EVA. Différente un peu de l'allergie au caoutchouc. Une petite nuance. Alors, le deuxième type d'allergie, donc ce sont des allergies dites retardées. Alors, on va simplifier, on va dire que ces allergies-là, ce sont les eczémas de contact, que vous connaissez, les bijoux fantaisie, vous savez, les teintures capillaires, de nombreux composants parfums, conservateurs de cosmétiques. Il y en a un qui défraie la chronique maintenant, dont le nom commence à rentrer dans le grand public. Même Madame Ségolène Royal même en a parlé. Il s'agit du méthylisothiazolinone, par exemple, qui est largement utilisé comme conservateur et qui cause des allergies très violentes. Bon, ce sont des allergies dites retardées. Pourquoi? Parce qu'elles s'expriment au bout d'une journée ou deux. Donc il y a un certain temps de latence, finalement. Voilà. Je vais rajouter un troisième petit élément, c'est la dermatite atopique. Alors la dermatite atopique, ce n'est pas tout à fait de l'allergie, c'est l'eczéma du nourrisson et du plus grand aussi quelquefois. Ça peut se retrouver chez l'adulte. Ça touche 25% des enfants. On voit souvent en consultation des mamans qui sont très inquiètes, surtout quand c'est le premier bébé. Et donc ce n'est pas
Tout à fait, je dirais tout à fait de l'allergie. Pourquoi ? Parce que c'est une anomalie de la peau, du ciment en fin de compte qui joint les petites cellules de la peau, du petit mur de briques ou de l'empilement d'ardoise si vous voulez. Et donc ce ciment est anormal et c'est génétique. C'est pas le même et ce terrain atopique, par contre, ce qui est intéressant, il est intimement lié, il est très très lié, il se transmet pratiquement toujours en même temps, il est très très lié au terrain qui prédispose aux allergies. Ah, quand même. C'est pour ça que vous entendez des gens dire, eh bien, un tel, eh bien, il faisait de l'eczéma et puis son eczéma tournait en asthme. Oui. Voilà. D'accord, donc c'est révélateur de quelque chose. Oui. Alors, on a introduit en disant qu'il y a plus en plus de cas d'allergie. Donc, on va se limiter d'abord aux allergies de type immédiate. Immédiate. Voilà. Contact avec les éléments naturels et qui s'expriment très vite. Et tout à fait. Et donc, ces allergies-là sont d'abord le terrain qui prédispose à ces... On n'est pas allergique, on est avec un terrain, on est avec des gènes, et les gènes qui prédisposent à l'allergie sont répandus à peu près dans 25% de la population. Ça, c'est un fait. Bon, vous me direz, à ce moment-là, s'il y a 25%, il y aura toujours 25%. Ouais. Ah non, c'est pas vrai. Il y en a maintenant beaucoup plus. Pourquoi ? Eh bien, maintenant, on incrimine beaucoup des phénomènes de modulation de l'expression des gènes, phénomène qui se situe à la fin de la vie utérine, la fin quand le bébé est encore dans le ventre de sa mère, et pendant les premiers mois de vie. Alors, c'est une modulation qui se fait sous l'influence de l'environnement. D'accord, donc très très tôt, avant même de voir le jour, l'environnement va... Supposer que la maman fume, malheureusement, eh bien, on sait très bien que c'est un effet délétère sur le système immunitaire et on voit apparaître des allergies chez ces enfants-là. D'accord. Quand il y a une perturbation aussi de la maturation du système immunitaire au travers d'une naissance prématurée, par exemple, l'organisme n'est pas prêt, donc il se passe des choses imprévues. Et pour les autres cas d'allergie, donc le deuxième cas que vous avez cité, donc, quand on est en lien avec les conservateurs, etc., là aussi on voit une évolution exponentielle. Pour peut-être d'autres raisons, parce qu'effectivement on a recours à un grand nombre de produits chimiques auxquels l'être humain n'est pas préparé. Donc finalement on rejoint là plutôt une vision un peu presque je dirais toxicologique des choses. On est avec... on n'est pas fait presque pour... logique. Oui, là, c'est quelque chose de plus logique, c'est de plus normal, si on veut. Voilà, c'est pas une anormalité du corps, il serait presque logique avec lui-même. On va revenir sur notre sujet, parce qu'il y a énormément de choses à dire, en plus dans une période propice aux allergies. On va faire une parenthèse avec Alix, nous allons dans un anti-café. Anti-café, c'est on est allergique au café Mais non, en fait, c'est un concept qui est en fait au contraire du concept des cafés qu'on connaît habituellement. C'est pour ça qu'on appelle ça un anti-café. Ah, très bien. Parce que dans les anti-cafés, on ne paye plus ses consommations. Bonne nouvelle. Ah oui. On paye le temps qu'on y passe. Mais il n'y en a pas en Vendée encore. Voilà. Alors, il n'y en a pas en Vendée, mais il y en a 3 à Paris. Alors à Beaubourg, au Louvre et à Olympiade, c'est-à-dire près de la Bibliothèque nationale. Ah oui, donc des endroits fréquentés. Alors c'est bien que ça soit décliné comme ça dans 3... Alors Kesako, un anti-café, par contre on ne paie pas son café. Alors c'est un lieu où on vient y chercher quelque chose de particulier. D'abord une certaine convivialité, mais aussi surtout de l'Internet à haut débit. Ah. Voilà, alors c'est pas du tout, comme on appelait ça avant, un cybercafé, c'est pas du tout la même chose. Là, on vient parce que, en fait, on ne vient pas d'abord chercher ça, mais il faut qu'il y ait ça. Il faut qu'il y ait de l'Internet à haut débit, parce que c'est un lieu de création aussi. Ouais. On y vient pour faire des rencontres, pour partager du temps avec d'autres, parler de projets. Finalement, comme voilà, des cafés, non ? Voilà, oui, sauf que là, on peut boire 3 litres de café si on veut. Et alors, quel est le prix de ça ? Parce que ça pourrait être cher à l'heure. En fait, il se trouve que c'est pas cher non plus, c'est 4 € de l'heure. La première heure. Et puis ensuite, c'est dégressif. D'accord. Donc on vient vraiment pour être en relation avec des personnes qui sont aussi sur des questions du numérique et de projets. Souvent, c'est ça, mais en fait, c'est ce qui se passe pour l'instant.
Mais moi, je me suis dit, mais pourquoi se limiter à ça? Pour l'instant, dans les lieux où ça se trouve, les anti-cafés sont surtout le lieu où se rassemblent des étudiants, enfin beaucoup de jeunes très branchés, qui sont au début de leur création d'une start-up, par exemple, et qui viennent travailler et partager leurs réflexions avec d'autres. Mais c'est aussi des endroits où des professionnels viennent, aussi pas à la rescousse, mais accompagner ces jeunes dans leur création d'entreprise, par exemple des experts comptables ou des avocats, et qui viennent mettre leurs connaissances à la disposition de ces jeunes. Et tout ça gracieusement. Donc l'entraide est vraiment au cœur du... Voilà, de la collaboration, l'échange. Alors l'image qu'on a justement de ce qu'on appelle des geeks, qui est des gens un peu enfermés chez eux, et en fait elle est complètement démolie par ce concept. C'est justement des gens qui sont dans la relation, au contraire, et dans l'échange, dans le partage. Parce qu'ils pourraient craindre que partager une création, c'est en être dépossédé. Voilà, exactement. Et alors que non, au contraire, leur idée, c'est justement de partager leurs intuitions, voilà, pour la faire évoluer, pour s'enrichir des idées des autres. Et moi, je trouve que c'est génial. C'est le retour de la confiance. Voilà, et vous qui n'êtes pas une geek convaincue, le sujet vous a interpellé. Enfin, eh bien oui, moi, c'est l'esprit qui m'intéresse, surtout. Et je pense que ça peut se décliner pour d'autres idées, pas forcément pourquoi ne pas créer un anti-café à La Roche-sur-Yon, par exemple. Je suis sûre qu'il y a des gens qui pourraient qui ont plein d'idées et qui ne savent pas par quel bout les prendre, voilà, et les mettre en œuvre. Alors, le modèle économique, on pourrait se demander si c'est viable. Apparemment, c'est viable, puisqu'il y en a eu un, le premier s'est créé il y a quelques années, et maintenant, il y en a deux de plus à Paris. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a de l'avenir. Voilà, alors, vous avez lancé un appel, on va se tenir au courant aussi. Très bien. Docteur, vous connaissiez cette idée-là, ce concept? Non, pas le fait de payer à la durée de la fréquentation finalement, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, par exemple, en France aussi, c'est très courant d'avoir des cafés où on reçoit Internet, où les gens viennent bosser. Je vois à San Francisco, c'est un peu comme ça, et puis avec leur ordinateur, et tapent sur leur ordinateur, là, devant un chocolat ou un Coca-Cola. Alors l'Internet, pour des questions de santé, maintenant, beaucoup de gens ont le réflexe d'un symptôme ou vont se renseigner sur Internet. Et ce qu'on voit beaucoup sur la toile, c'est... on parle beaucoup du gluten. Voilà. Sur la toile et dans les rayons des magasins. Sain gluten et sain lait de vache. Qu'est-ce qu'il en est de l'allergie au gluten? Alors, on peut parler aussi de l'allergie au lait de vache. Voilà. Alors, le gluten est connu aussi en tant qu'agent pathogène chez certains patients. Donc, il y a deux grandes maladies qui sont dues effectivement au gluten. C'est l'intolérance au gluten que l'on appelle aussi la maladie cœliaque, qui n'est pas une allergie, c'est une maladie quand même de type auto-immune, donc l'organisme il confond un petit peu le gluten ou les déterminants, enfin certaines molécules du gluten avec des molécules de l'intestin. Alors effectivement, c'est une confusion, c'est une bavure si on prend l'image policière. Et c'est une maladie sérieuse. Très sérieuse, parce que ça entraîne une inflammation chronique très grave au niveau des intestins, avec des troubles de malabsorption. Maintenant, on le dépiste quand même dans la grande majorité des cas, mais avant que l'on connaisse bien cette maladie, qu'on ait des moyens aussi de la soigner bien et qu'on la comprenne, eh bien, vous aviez des enfants qui étaient allergiques au gluten, c'était horrible. J'ai vu des photos, c'est des photos d'enfants cachectiques, quasiment mourants. Parce qu'en plus, le gluten, il y en a... partout. Il est largement utilisé. C'est le protéine du blé, même là on ne s'y attend pas parce que ça sert de conservateur ou d'épaississant. C'est ça, ça sert au travail agroalimentaire. Et puis la deuxième maladie, c'est l'allergie au gluten, l'allergie de type immédiate. Donc vous allez ingérer du gluten et puis vous allez avoir des réactions comme toute allergie alimentaire qui peuvent aller de plaques urticaires, de ce que vous voulez, mais ça peut aller aussi jusqu'à un choc avec... Alors je reviens là-dessus, les formes graves d'allergie au gluten, on les rencontre souvent d'ailleurs dans un contexte particulier qu'on appelle l'anaphylaxie, ou l'allergie grave, ça s'appelle l'anaphylaxie. Et l'anaphylaxie déclenchée par alimentaire, liée aux aliments, et déclenchée par l'exercice.
général, il faut un cofacteur et c'est physique. l'exercice. D'accord. Et on voit assez régulièrement, comme on le voit avec d'autres aliments, mais en particulier avec la farine de blé. Alors, vous disiez, de toute façon, le gluten, c'est pas très digeste, finalement. C'est pas foncièrement une protéine qui a la réputation d'être très digeste. Deuxièmement, alors là, je m'avance un petit peu, mais parce que je ne suis pas compétent dans la technologie agroalimentaire, mais il semblerait qu'effectivement, les blés, les farines utilisées actuellement contiennent beaucoup plus de gluten qu'elles ne contenaient jadis. Hein, pour des raisons, ça facilite le travail, peut-être du pain, de la pâte, etc. Je ne sais, hein, je ne suis pas compétent, ce sont des échos que j'ai. Mais on peut être mal supporter le gluten, on va dire, sans y être allergique. Voilà, exactement. On peut avoir des troubles digestifs, peut-être, mal étiquetés. Souvent, ce sont des maladies. Les gens viennent se plaindre de choses extrêmement bizarres, diverses. Hein. Je dirais que c'est assez difficile de rapporter ça à un mécanisme physio-pathogénique, un mécanisme de maladie véritablement très rationnel. Bon, on les écoute, on les aide. Il se trouve que certains vont mieux en arrêtant le gluten, mais beaucoup d'entre eux aussi ne supportent pas d'autres choses, ont des intolérances à différents aliments. Alors, il y a un facteur psychosomatique, très certainement aussi. Il y a peut-être aussi certaines formes de ce qu'on appelle les colopathie fonctionnelle. C'est des gens qui ont là une maladie très pénible, qui font qu'ils ont très mal au ventre après les repas, ils vont tout de suite aux toilettes, etc. Et on trouve aussi ce genre de choses chez eux. Alors, est-ce que ça passe par des problèmes aussi de flore intestinale, hein? Oui, il y a beaucoup de choses. Donc il y a énormément de dans un prochain numéro du magazine Racine, Yves s'intéresse à ce sujet-là, parce que notre flore intestinale nous raconte beaucoup de choses aussi. Oui. Pour revenir aux allergies, alors le rhume des foins, bon, c'est gênant, mais est-ce que c'est grave de ne pas le soigner? Alors, oui, hein, je ne veux pas être pessimiste, mais c'est tout à fait grave de ne pas le soigner. Hein, donc, pourquoi? Parce que ce rhume des foins, qui est maintenant très précoce, hein, on le voit chez les enfants, hein, ce n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans, on voyait le rhume des foins chez, on va dire, la rhinite allergique au pollen de graminées, hein, essentiellement. On la voyait chez des adultes jeunes ou des ados, mais là maintenant on voit même des enfants. Et ce qu'il y a derrière une rhinite allergique, dont il faut se méfier énormément, c'est l'asthme. Hein, l'asthme qui se cache, hein, comme loup au fond du bois, hein, et puis un jour ou l'autre, on se retrouve avec des problèmes quand même qui sont autrement plus graves d'ailleurs, hein, et plus coûteux, hein, Donc il ne faut pas négliger une rhinite. Oui. Et surtout lorsque la rhinite s'accompagne de gênes respiratoires, de sifflements, d'oppression. Hein, il faut absolument rechercher l'asthme et donner un traitement anti-asthmatique pendant au moins la durée de la période difficile. Alors quand on est allergique, on entendait je vais me faire désensibiliser. C'est toujours vrai ça, ou il y a des nouveaux moyens? Ah oui, c'est plus que jamais vrai, parce que la désensibilisation, c'est la seule façon de guérir l'allergie. C'est une injection? Pas forcément. Pas forcément. Hein, donc l'injection, elle est historique. Hein, ça a commencé c'est très ancien d'ailleurs, parce que ça commence en 1911. Très agréable, non? Hein, non, l'injection, c'est pas très agréable, quoique ça se fait avec vraiment des tout petites aiguilles, mais ça se fait de moins en moins maintenant. Hein. Donc il y a d'autres méthodes qui sont... Alors j'explique en gros en quoi on crée au niveau de l'organisme, au niveau du système immunitaire, une tolérance, de telle façon que lorsqu'il voit passer une molécule de grain de pollen, hein, donc il voit passer l'allergène, eh bien il ne commence pas à faire n'importe quoi. Hein. Et donc là, il y a des cellules, on crée des cellules, on stimule des cellules de telle façon qu'ils viennent dire « non, il ne faut pas y toucher, je te bloque hein, » aux cellules un peu énervées, calme leur joie. Hein. Voilà. Donc il y a moins en moins d'injections, c'est plus un comprimé, c'est ça maintenant? C'est en train de devenir un comprimé. Mais actuellement, c'est sous forme liquide la plupart du temps. Hein.
on le dépose sous la langue, dans une zone où il y a des cellules particulières du système immunitaire qui ressemblent à des petites pieuvres, si vous voulez, hein, et qui vont donc capter cet allergène. Elles sont capables de traduire cette information au reste du système immunitaire par des messages chimiques évidemment, hein, codés sur des molécules chimiques, et donc qui demandent au système, qui crée les conditions de la tolérance. Hein, et donc c'est effectivement assez long, parce qu'il faut quand même un contact répété pendant assez longtemps, mais ça marche très bien. Alors, le comprimé, c'est pour bientôt. Il existe bien. déjà pour les pollens de graminées, donc les 2 grands laboratoires français ont chacun leur comprimé. Et le comprimé, quand je vous dis c'est pour bientôt, c'est qu'il va y avoir un comprimé probablement vis-à-vis qui va être commercialisé chez nos voisins. Ils ont plus de chance que nous, mais il y a un comprimé aussi en attente vis-à-vis des acariens. Hein, et il y en a vis-à-vis de l'ambrosia, et il y en a aussi en prévision vis-à-vis, probablement il y en aura vis-à-vis du bouleau, vis-à-vis... je crois qu'on va vous réinviter. Voilà. Dans quelques années, oui, je pense dans quelques années, ça ne se fera que par comprimé. Hein, c'est un comprimé qu'il faut qu'on veille sous la Vous vouliez insister sur un message, des spécialistes comme vous, il y en a de moins en moins, alors qu'il y a de plus en plus de cas d'allergie. Vous êtes une profession sinistrée où on passe de l'être. Alors, nous sommes menacés de disparition, hein, comme la panthère des neiges ou l'ours blanc, je ne sais pas, mais nous sommes effectivement, en étant sérieux, menacés de disparition si les choses ne changent pas maintenant. Hein, c'est-à-dire qu'actuellement, nous sommes venus d'horizons médicaux, évidemment, tous médecins, nous venons d'horizons diverses, que ce soit des médecins généralistes ou d'autres spécialités. Hein, donc, on s'est formé donc, avec une capacité, c'est-à-dire un examen de 3e cycle qui dure à peu près, une formation qui dure 2 ans, voire 3, hein, parce que l'examen est un petit peu raide à la fin des 2 ans. Et donc, voilà, seulement... Maintenant, il n'y a plus de jeunes qui s'orientent vers cette profession, vers cet exercice, parce que, d'une part, nous ne sommes pas considérés par la Sécu comme un des spécialistes, hein, c'est-à-dire que nous ne bénéficions pas d'honoraires en rapport avec les spécialistes. Ça nous ferait gagner quelques euros par an, mais ce serait important. Et puis, deuxièmement, récemment, le 3e cycle des études médicales, c'est-à-dire ce qui oriente vers les spécialités, hein, il y a eu une réforme de ce 3e cycle. Donc malheureusement, nous devions, notre spécialité, en faire partie, et puis on nous a oubliés au dernier moment. Ah, d'accord. Voilà. Donc nous sommes en lutte actuellement. On a déjà obtenu que les choses soient revues, et actuellement, j'étais au Congrès français d'allergologie, on a appris ça donc, très récemment, il y a une 8aine, donc on a appris que les choses étaient remises sur le métier et que probablement nous deviendrions une spécialité optionnelle de la médecine interne. Bon, alors je ne sais pas ce qu'on peut faire pour vous aider. De toute façon, on va être de plus en plus nombreux à être allergiques, donc on va forcément vous soutenir quelque part. C'est essentiel, pour vous les allergiques, c'est essentiel. Parce qu'actuellement, et c'est essentiel aussi globalement pour le système de santé, parce que s'il y a une filière hospitalo-universitaire reconnue en allergologie, il y aura aussi des cours pour les médecins généralistes, il y aura des formations, voilà, etc. Et on sera mieux orienté dans les soins. Très bien. Merci docteur. On va terminer en allant vers l'Asie et le Japon. Je ne sais pas si c'est un pays que vous connaissez. Je ne connais pas. Bien. Avec la mode du japonisme. Le japonisme, c'est la passion pour le Japon. Oui, konnichiwa Cathy. D'accord, ce qui doit vouloir dire quelque chose. Bonjour, tout simplement. Très bien. Donc, je vais passer tout de suite à la présentation de cette déferlante tendance nippone qui nous arrive au travers de différents livres, et pas seulement dans le domaine des mangas, des bandes dessinées japonaises. Maintenant, on arrive à trouver de plus en plus de livres de cuisine, donc de cuisine, de loisirs créatifs et de style de vie à la japonaise. Si on entend grelot, c'est que vous avez des manekineko qui sont des petits objets japonais aux oreilles. Ce sont les chats porte-bonheur. Voilà. Donc je dégage les oreilles. Alors, la cuisine japonaise. Avec un ouvrage de Félicie Toxé qui présente son style de vie. Pour elle, c'est une cuisine riche, belle, savoureuse, qui exprime toutes les textures, les formes et les parfums. Voilà. D'accord, très bien. Donc on y trouve des recettes, bien sûr, parce que on y trouve des recettes très variées, surtout à base de légumes, de fruits, de céréales et de légumineuses, car
je vous détrompe tout de suite, la cuisine japonaise, ce n'est pas que les sushis et les makis, il y a bien d'autres choses et c'est bien plus riche que ça. D'accord. Donc, Un autre ouvrage? Un autre ouvrage qui porte sur les créations japonaises à faire soi-même. C'est très tendance, c'est très kawaii, très mignon. D'accord. Alors, ce sont deux artistes. Avec des tissus? À partir des dessins sur des tissus, des bijoux à créer soi-même, beaucoup d'objets agréables à voir. En fait, Zaka, ça veut dire beau et agréable à voir, et design et à faire soi-même. Voilà, Esthétique. sur un mot, vous avez toute une définition. C'est Tomohiro et Shiyo Tagawa qui ont écrit cet ouvrage. Et dernier petit ouvrage aussi à lire, et je trouve que l'inspiration très japonisante, Vivre heureux dans un petit espace. Vous savez que le Japon est un peu... C'est un exemple d'île un peu contrainte. Donc, vivre dans un espace compact permet de devenir plus présent aux autres, à soi-même et au moment présent. Cela aide à vivre plus intensément. On rappellera les coordonnées des 3 ouvrages sur le site internet du magazine Racine, puisque nous devons conclure. Et entre le Japon et les allergies, il y a tout un monde à raconter. Merci, docteur, de nous avoir un peu éclairé sur le sujet. Merci, Alix, et merci, Yvelise. Et on se retrouve bientôt.